À Thanksgiving, mon cousin riait, ta start-up à 25 millions d'euros, ce n'est même pas de l'argent réel. Mon cousin Tristan, l'enfant prodige de la famille, m'a humilié à Thanksgiving à propos de ma start-up, prétendant que ma valorisation de 25 millions d'euros n'était pas de l'argent réel. Quand ma propre mère m'a dit que je n'avais jamais été censé l'éclipser, j'ai su que c'était terminé. Alors, j'ai sorti mon téléphone et je me suis préparé à leur montrer exactement ce que l'argent réel pouvait faire. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Pendant 29 ans, j'ai été le fantôme de la famille. Une ombre polie et translucide censée hocher la tête, sourire et prendre le moins de place possible. Toute mon existence était un rôle de soutien dans le spectacle de Tristan. Ce Thanksgiving n'était pas différent. J'étais assise à l'immense table en acajou poli de la salle à manger de mon oncle Robert, sirotant une tasse de thé tiède. L'odeur prononcée de la dinde et des ignames trop sucrés de ma grand-mère flottait dans l'air, une combinaison familière qui sentait toujours l'obligation. À côté de moi, ma mère Sharon était déjà dans son mode d'apaisement classique. Ses épaules étaient relevées, son sourire un peu trop éclatant alors qu'elle riait à l'une des histoires auto-congratulatoires et tonitruantes de Robert sur le marché boursier. Elle était la sœur cadette de Robert et avait passé toute sa vie à vivre dans son ombre financière et émotionnelle. Par extension, elle attendait la même chose de moi. De l'autre côté de la table, la vedette du spectacle tenait le crachoir, mon cousin Tristan. À 31 ans, Tristan était l'incarnation vivante de la confiance imméritée. Vêtu d'un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, il expliquait à nos parents réunis pourquoi son jeu de golf était un outil de réseautage essentiel. Il était associé principal dans le cabinet de son père, Stonegate Financial. Tout le monde dans la famille répétait ce titre avec une sorte de révérence. Nous savions tous, sans jamais le dire, que ses principales responsabilités étaient le golf, les longs déjeuners et l'encaissement des chèques que son père signait. Il avait toujours été l'enfant prodige. Pendant que je prenais le bus pour l'université d'État pour mon diplôme en informatique, un choix pratique et discret, comme le disait ma mère, Tristan recevait les clés d'une nouvelle BMW pour son 21e anniversaire. Pendant que je lançais ma première entreprise avec des nouilles instantanées et des nuits blanches, Robert payait la compte de l'appartement de Tristan en centre-ville. J'étais le fantôme. Il était le fils. La famille gravitait autour de lui et je n'étais qu'une poussière prise dans la lumière. Ma cousine Lorraine, une journaliste à l'esprit vif et à la curiosité authentique qui manquait au reste de la famille, s'est tournée vers moi. Elle était la cousine de Robert et de ma mère, mais elle avait toujours opéré en dehors de la hiérarchie familiale toxique. Ava, j'ai lu cet article sur toi dans Tech Forward, dit-elle, sa voix claire et portant facilement à travers la table. Une valorisation de 25 millions d'euros pour ta nouvelle levée de fonds. C'est absolument incroyable. Félicitations. La conversation s'est arrêtée net. Toutes les fourchettes se sont figées à mi-chemin de la bouche. J'ai vu le sourire de ma mère se figer, ses yeux se tournant nerveusement vers son frère. Le visage de Robert, déjà rougeaud à cause de 2 verres de vin, s'est assombri. Tristan, qui gesticulait, a lentement baissé la main. Il a laissé échapper un court rire sec. C'était un son que j'avais entendu toute ma vie, le son qu'il faisait juste avant d'avoir besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir grand. 25 millions, ricana-t-il en faisant tourner son vin. Oh, c'est mignon. Tu sais que ce n'est pas de l'argent réel, Ava. Ce n'est que du papier. Ce sont des chiffres imaginaires sur une feuille de calcul jusqu'à ce que tu vendes réellement. Si tu arrives même à trouver un acheteur. Ce n'est pas comme du profit. Il a dit profit comme s'il venait d'inventer le concept. Comme si le fonds en fiducie dont il vivait n'était pas simplement un patrimoine hérité. Une vague de chaleur m'a envahi. Ce n'était pas seulement de l'embarras. C'était une rage froide et familière que j'avais appris à ravaler pendant des décennies. J'ai gardé mon visage parfaitement neutre, une compétence affinée par une vie entière de moments exactement comme celui-ci. C'est une valorisation de série A, Tristan, dis-je d'un ton égal. Elle est basée sur notre plateforme d'analyse propriétaire et la croissance de nos contrats d'entreprise. C'est très réel. Oh, des analyses propriétaires, se moqua Tristan, faisant des guillemets avec ses doigts. Ça a l'air très important. Papa, tu as entendu ça? Ava a des analyses.
Mon oncle Robert a frappé la table de sa main, faisant sursauter les couverts. Ça suffit, Tristan, a-t-il tonné. Une minuscule et stupide étincelle d'espoir a vacillé en moi. Me défendait-il? Et toi, a-t-il dit, se tournant vers moi, son doigt pointé dans ma direction. Lorraine mentionne une seule chose gentille et il faut que tu transformes ça en une séance de vantardise vulgaire et arrogante à la table de Thanksgiving. Nous essayons d'avoir un dîner de famille civilisé et tu arrives ici en agitant tes chiffres imaginaires. C'est sans classe. Ava, totalement sans classe. La pièce était silencieuse. Je sentais tous les yeux sur moi. J'étais le problème. C'était moi qui, en existant simplement avec succès, avait gâché Thanksgiving. La honte familière était si épaisse que je pouvais à peine respirer. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, mes mains tremblaient. Puis j'ai senti une main sur mon bras. C'était ma mère. Je me suis tourné vers elle, désespéré d'avoir au moins un allié, une personne pour dire « c'est insensé ». Elle s'est penchée, ses yeux remplis non pas de soutien, mais d'une panique désespérée et suppliante. Ces mots étaient un murmure tranchant comme un rasoir, destiné uniquement à moi. « Ava, arrête » a-t-elle sifflé, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. « Excuse-toi simplement auprès de ton oncle. Tu sais comment est Tristan. Tu n'as jamais été censé l'éclipser. » L'étincelle d'espoir ne s'est pas seulement éteinte. Elle a été instantanément anéantie, remplacée par un froid glacial. Tu n'as jamais été censé l'éclipser. Ce n'était pas juste une observation. C'était une règle, un commandement, une condamnation à vie que je venais de recevoir de ma propre mère. Tout mon travail, toutes mes nuits blanches, tous les sacrifices que j'avais faits, rien de tout cela n'avait d'importance. Mon but, à ses yeux, était de rester petite. Quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Il a pris une nouvelle forme, dure et inconnue. Le fantôme en avait fini d'être translucide. J'ai regardé le visage paniqué de ma mère. J'ai regardé Tristan, qui souriait d'un air suffisant dans son verre de vin, victorieux. J'ai regardé Robert, qui me fusillait du regard comme si j'étais quelque chose dans lequel il avait marché. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix calme mais d'une fermeté terrifiante. J'ai retiré mon bras de son emprise. Je me suis lentement levé de table. Le grincement de ma chaise sur le parquet fut le seul son. Le sourire suffisant de Tristan a vacillé. Le regard furieux de Robert s'est transformé en confusion. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Quoi, a lâché Tristan, sa bravade chancelant. Tu vas nous montrer ton petit compte en banque? Tu vas pleurer? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison, Tristan. Ces 25 millions d'euros ne sont pas l'argent réel dont nous devrions parler. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert mes emails, tapant sur un message du conseiller juridique de mon entreprise qui était arrivé à 17h la veille. Alors, ruinons vraiment sa soirée. Le silence qui a suivi mes paroles était plus lourd et plus complet que tout ce que j'avais jamais connu dans cette maison. C'était un vide, aspirant tout l'air et la chaleur festive de la pièce. La suffisance de Tristan s'est évaporée, remplacée par un air lassé et pincé. Le visage de mon oncle Robert était un nuage d'orage, ses sourcils si froncés qu'ils se touchaient presque. Ma mère Sharon avait juste l'air terrifiée, les yeux écarquillés, me suppliant de m'asseoir et de ranger le téléphone. « Ava, ne sois pas dramatique », a finalement grommelé Robert, agitant une main dédaigneuse. « Assieds-toi. Tu fais une scène. » Apparemment, j'ai fait des scènes toute ma vie, ai-je répondu, ma voix calme. Chaque fois que je gagnais un concours d'orthographe, chaque fois que j'obtenais une bourse, chaque fois que je n'avais pas besoin de ton aide. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme du lycée. J'avais été nommé major de promotion. J'avais travaillé sans relâche pour cela, sacrifiant ma vie sociale pour obtenir un diplôme avec une moyenne de 4 qui m'a assuré une bourse d'études complète à l'université d'État. J'avais été si fier. Lors du dîner de famille qui a suivi, j'avais mentionné mon discours. Robert avait grogné et dit « C'est bien, mais ces types académiques réussissent rarement dans le monde réel. » Puis il avait passé une heure à louer Tristan pour avoir fait preuve d'initiative en obtenant un C dans un cours de commerce à option. Ma mère m'avait prise à part ce soir-là aussi. « Ne mentionne pas la bourse, ma chérie », m'avait-elle murmuré, tout comme ce soir. Robert vient de verser la compte pour la voiture de Tristan, et il est un peu juste. Ne le fais pas se sentir mal.
Ne le fais pas se sentir mal. Ne fais pas passer Tristan pour un mauvais parti. Ne l'éclipse pas. C'était le contrat tacite que j'avais été forcé de signer avec mon sang, et je ne le savais même pas. Où veux-tu en venir, Ava, a exigé Robert, sa voix s'élevant. C'était un homme habitué à tout contrôler et il sentait que le contrôle lui échappait. Mon point, ai-je dit, tournant l'écran de mon téléphone pour qu'il ne puisse pas le voir, c'est que Tristan a raison. Nous devrions parler d'argent réel, d'actifs tangibles, comme l'immobilier. Tristan laissa échapper un autre ricanement nerveux. Oh, ça y est. Tu as acheté un petit appartement avec ton argent de papier? Bien pour toi. J'ai le mien depuis une décennie. Non, dis-je en le regardant directement. Je n'ai pas acheté d'appartement. Mon entreprise s'est développée. Nous avions besoin de plus d'espace de bureau, et nous avons trouvé un excellent bien commercial en centre-ville, un bon investissement, un actif tangible. Les yeux de mon oncle Robert se sont plissés. Il était conseiller financier. Il connaissait les actifs tangibles. Il n'avait toujours pas fait le lien. Il était trop arrogant pour même considérer que c'était une possibilité. Nous avons finalisé l'achat hier, ai-je continué. Bien pour toi, a lâché Robert. Qu'est-ce que cela a à voir avec le dîner de Thanksgiving? Tu vas nous lister tes actifs? C'est une présentation pour investisseurs? Non, ai-je dit. C'est une notification aux locataires. J'ai gardé mon regard fixé sur Robert. Son teint rougeau est devenu pâle, comme si tout le sang s'était écoulé de son visage en un instant. Il a su. À cette fraction de seconde, il a enfin compris. Tu n'as pas, balbutia-t-il. Stonegate Financial est un locataire, oncle Robert, ai-je dit, ma voix aussi froide et dure que la nouvelle forme de ma résolution. Et depuis 17 heures hier, mon entreprise, Analytex, est votre nouveau propriétaire. Nous possédons l'immeuble. Le halètement de ma mère était un petit son blessé. Lorraine, la journaliste, regardait fixement, la bouche ouverte, une expression d'admiration stupéfaite sur son visage. Tristan avait juste l'air confus. Quoi? Quel immeuble, papa? De quoi parle-t-elle? Robert l'ignora, les yeux fixés sur moi. Le tyran avait disparu, remplacé par un animal acculé. C'est un mensonge, a-t-il murmuré, mais sans conviction. Non, ai-je dit. J'ai les documents d'acquisition finalisés ici même. J'ai l'email de l'agent vendeur. J'ai la lettre de bienvenue que mes avocats enverront à tous les locataires lundi matin. J'allais vous laisser le découvrir par leur intermédiaire. Je crois qu'il faut séparer les affaires et la famille. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Mais toi, maman et Tristan, vous ne m'avez jamais laissé faire ça. Vous avez toujours fait de mon succès un problème familial. Alors, très bien, traitons-le comme tel. Tristan a finalement compris. Son visage, habituellement si suffisant, s'est effondré sur lui-même. Tu as acheté l'immeuble de papa. Notre immeuble. Ça n'a jamais été ton immeuble, Tristan, ai-je dit. Tu n'étais qu'un locataire, et pas un très bon, apparemment. J'ai de nouveau tapé sur l'écran de mon téléphone, ouvrant un autre email de ma nouvelle équipe de gestion immobilière. C'était un résumé de tous les locataires actuels, de leurs conditions de bail et de l'état de leur paiement. Et cela, ai-je dit, ma voix baissant, m'amène au vrai problème d'argent réel. Ma mère a commencé à pleurer, des sanglots silencieux et sifflants. Ava, s'il te plaît, a-t-elle supplié. C'est ta famille. Je sais, ai-je dit, et la tristesse dans ma propre voix m'a surprise. Et tu n'as jamais été censé l'éclipser. Je me suis retourné vers Robert, dont tout l'empire, toute son identité de patriarche de la famille, de titan de la finance, l'homme qui tenait les cordons de la bourse, s'effondrait devant la dinde de Thanksgiving. Les anciens propriétaires étaient laxistes, ai-je dit. Mais mon directeur financier ne l'est pas, oncle Robert. Stonegate Financial a 3 mois de retard sur ses paiements de loyer. Cela fait, laissez-moi vérifier. Un peu plus de 84 000 € d'arriérés. Tristan s'est levé d'un bond, le visage violet. Tu mens. Mon père paie ses factures. Nous avons du succès. Vraiment, ai-je demandé en haussant un sourcil. Alors vous ne devriez avoir aucun problème à payer le solde impayé.
Mes avocats vous contacteront lundi avec une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux. En tant que nouvelle propriétaire, je suis tenu de vous donner 30 jours, mais honnêtement, oncle Robert, je vous conseillerais de simplement payer. La révélation que le cabinet de Robert était au bord de l'effondrement flottait dans l'air, épaisse et toxique. C'était une chose d'être démasqué comme un tyran. C'en était une autre d'être démasqué comme un imposteur. Robert avait bâti toute son identité sur le fait d'être le roc financier de la famille. Celui qui accueillait généreusement chaque fête, celui qui pouvait résoudre n'importe quel problème avec un chéquier. Cette image venait d'être brisée. Il n'a pas crié. Il n'a pas tonné. Il s'est simplement affaissé dans sa chaise de salle à manger à haut dossier, paraissant soudain profondément vieux. Il fixait la dinde à moitié mangée, ses mains tremblant sur la table. Il était vaincu. Tristan, cependant, ne l'était pas. Sa panique s'est immédiatement transformée en une rage familière et bredouillante. « Tu as fait ça exprès » a-t-il crié, pointant un doigt tremblant vers moi. « Toi, espèce de vautour. Tu as acheté cet immeuble juste pour nous humilier. » J'ai acheté l'immeuble parce que c'était un investissement judicieux, Tristan, ai-je dit, ma voix toujours égale. Il est dans un emplacement de choix, et mon entreprise a besoin des 2 derniers étages. Honnêtement, je ne savais même pas que le cabinet de ton père était locataire avant que nous ne soyons en phase de vérification préalable. Et je ne savais pas que vous étiez en retard sur le loyer avant d'avoir reçu les rapports des locataires hier soir. Je l'ai regardé, son pull cher et son visage choyé et en colère. Mais soyons honnêtes, même si je l'avais su, cela aurait-il été mal? Vous avez passé toute ma vie à me traiter comme de la saleté. Vous vous êtes moqué de chaque chose que j'ai jamais gagnée. Vous venez de vous asseoir ici, dans une maison où ma famille a été invitée, et vous avez qualifié le travail de ma vie d'argent imaginaire alors que vous vivez de dons et de dettes. Des dons, a-t-il balbutié. Je suis un associé principal. Le dépendant de ton père? Ai-je rétorqué, ma patience finissant par céder. Tu es un homme de 31 ans dont le père paie le salaire, le loyer et l'adhésion au club de golf, tout cela avec de l'argent qu'il n'a apparemment même pas. Tu n'es pas un associé. Tu es une allocation. Tristan avait l'air comme si je l'avais giflé. Il s'est tourné vers son père, les yeux écarquillés de désespoir. Papa, dis-lui. Dis-lui qu'elle ment. Parle-lui du nouveau compte que nous avons décroché. Robert n'a pas levé les yeux. Il a juste secoué la tête, le visage pâle. Elle ne ment pas sur les arriérés, Tristan. L'aveu était silencieux, mais c'était une bombe. Toute la réalité de Tristan, celle que son père avait si soigneusement construite pour lui, se dissolvait. Ma mère, Sharon, a enfin trouvé sa voie. Elle n'était pas en colère, juste brisée et confuse. Robert, que veut-il dire? Je pensais que le cabinet allait mieux que jamais. Tu viens juste d'acheter la maison du lac. Robert a tressailli. Nous sommes dans un marché baissier, Sharon. C'est un problème de trésorerie temporaire. 84 000 € ne sont pas un problème de trésorerie, oncle Robert, suis-je intervenu, mon cœur se durcissant. C'est le signe d'un problème systémique profond. Vous êtes surendetté depuis des années, n'est-ce pas? Vivant sur une ligne de crédit, projetant une image de richesse que vous ne pouviez pas maintenir. Et vous avez entraîné Tristan dans votre chute, lui apprenant que l'image est plus importante que l'intégrité. J'ai pensé à tous les sacrifices que ma mère avait faits pour lui. Les vacances en famille qu'elle avait mises sur sa propre carte de crédit pour suivre le rythme de Robert. La façon dont elle m'avait poussé à aller à l'université d'État, non pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre une chambre en résidence, mais parce que Robert s'était moqué du gaspillage des frais de scolarité privés, tout en payant pour ceux de Tristan. Ma mère avait passé sa vie à vénérer une fausse idole, et elle avait sacrifié sa propre fille sur son autel. Pendant tout ce temps, a murmuré ma mère, la prise de conscience se dessinant sur son visage. Toutes les fêtes, tous les conseils que tu m'as donnés sur l'argent, sur Ava. Tout était un mensonge. Maintenant, Sharon, ne soyons pas hâtifs, a commencé Robert, essayant de retrouver son ancienne autorité, mais sa voix était faible. Non, a dit ma mère, et j'ai vu une nouvelle sorte de force vaciller dans ses yeux. Ce n'était pas la force d'un leader, mais la force de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Elle a raison. Tu m'as fait me sentir petite. Tu m'as fait
tu m'as fait la rabaisser, ma propre fille, juste pour protéger son ego, a-t-elle dit, désignant Tristan, maintenant silencieux. Maman, arrête, ai-je dit, posant une main sur son bras. Cette fois, c'était moi qui la soutenais. C'est une affaire de famille privée, a sifflé Robert, levant enfin les yeux. Ses yeux n'étaient plus en colère, juste désespérés. Ava, tu n'as pas le droit d'étaler ça. J'ai tous les droits, ai-je dit. Tu en as fait mon affaire quand tu as laissé ton fils m'insulter. Tu en as fait mon affaire quand tu m'as crié dessus pour un succès que j'ai mérité. Et j'en fais définitivement mon affaire quand tu dois 84 000 € à mon entreprise. Je me suis détourné de l'épave de ces deux hommes et j'ai regardé Lorraine, qui avait observé toute la scène avec l'attention captivée d'une journaliste, l'air horrifié et fasciné. Lorraine, ai-je dit, je suis vraiment désolé que ce dîner ait été un désastre, mais merci d'avoir été la seule à me féliciter un jour. J'ai ensuite regardé ma mère. Elle pleurait, mais son dos était droit. Elle ne regardait plus son frère. Elle me regardait. Maman, ai-je dit, ma voix plus douce. Allons-y. Je vais t'appeler une voiture. Non, a-t-elle dit en essuyant ses yeux. Elle s'est levée, attrapant son sac à main par terre. Je viens avec toi. Ma mère, Sharon, et moi sommes sortis de cette maison sans un mot de plus. Nous avons laissé la porte ouverte, laissant l'air froid de novembre se précipiter dans la salle à manger surchauffée et silencieuse. Nous avons laissé Robert fixant son assiette, un homme brisé. Nous avons laissé Tristan, le visage un masque d'incrédulité, essayant toujours de comprendre comment son monde entier avait été révélé comme un château de cartes. Et nous avons laissé Lorraine, qui tapait déjà discrètement quelque chose sur son téléphone. Le trajet en voiture jusqu'à la petite maison de banlieue bien rangée de ma mère fut silencieux. Elle regardait simplement par la fenêtre, ses mains tordant une serviette en papier sur ses genoux. Le poids des décennies de tromperie de son frère et sa propre complicité dans la dynamique toxique s'installaient sur elle. Quand nous sommes arrivés dans son allée, elle n'a pas bougé. Il m'a menti toute ma vie, a-t-elle dit d'une petite voix. Sur tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que le plan de retraite de mon mari était risqué et que je devrais le transférer dans le fonds stable de son cabinet. C'était juste après la mort de papa. Une terreur froide, plus vive que tout ce que j'avais ressenti à table, m'a saisi. Maman, qu'as-tu fait? Je l'ai fait, a-t-elle murmuré, ses yeux se remplissant d'une terreur nouvelle et plus aiguë. J'ai tout déplacé. Ma retraite, l'argent que ton père a laissé pour toi, tout est. Tout est avec Robert. Il ne s'agissait plus d'une querelle de famille ou d'un bail impayé. Il s'agissait de l'avenir entier de ma mère, de mon héritage, tout cela, entre les mains d'un homme qui avait 84 000 € de retard sur son loyer. J'ai mis la voiture au point mort et je me suis tourné vers elle. La colère avait disparu, remplacée par une concentration d'une clarté glaciale. Je n'étais plus une fille blessée. J'étais une PDG avec une crise à gérer. D'accord, ai-je dit d'une voix ferme. Nous n'entrons pas. Nous allons à mon bureau, tout de suite. Quoi? Ava, c'est Thanksgiving. Je m'en fiche, ai-je dit. Nous allons appeler mon conseiller juridique d'entreprise. La mise en demeure pour Robert n'est plus la priorité. C'est ça qu'il est. Nous devons savoir si ton argent est en sécurité, et si ce n'est pas le cas, nous devons le récupérer. Mais comment, a-t-elle pleuré? Il va juste. Il va mentir. On ne le récupérera jamais. Il n'aura pas le choix, ai-je dit. Un plan se formait déjà dans mon esprit. Le piège astucieux que j'avais en place n'était pas seulement la propriété de l'immeuble. C'était tout l'arsenal juridique et financier qui l'accompagnait. Maman, en tant que propriétaire de Robert, j'ai le droit d'évaluer la viabilité financière de mes locataires, surtout un qui est gravement en retard de paiement. Il est en rupture de bail. Cette rupture me donne un levier. Et en tant que victime potentielle de mauvaise gestion financière, tu as le droit d'exiger un relevé complet de ton portefeuille. Nous allons combiner ces deux choses. Nous nous sommes rendus à mon immeuble de bureau vide, celui que je possédais, mais pas celui où se trouvait Robert. Mon siège social du centre-ville était un témoignage élégant de verre et d'acier à l'argent imaginaire. J'ai installé ma mère dans une salle de conférence avec une bouteille d'eau et j'ai appelé mon conseiller principal, David, en visioconférence. Il était naturellement confus de recevoir un appel à 21 h un soir de Thanksgiving, mais quand je lui ai expliqué la situation,
son expression est devenue d'acier. Il a mélangé les fonds, je parierais ma licence là-dessus, a dit David après avoir écouté l'histoire tremblante de ma mère. Utilisant l'argent de nouveaux investisseurs comme vous, Sharon, pour payer de vieilles dettes ou, plus probablement, pour financer son style de vie et celui de son fils. Il dirige un navire qui coule et vole sa propre sœur pour colmater les brèches. Alors, quel est le plan? Ai-je demandé. Le plan est une attaque sur 2 fronts, a déclaré David. Premièrement, je rédige une lettre de mise en demeure formelle de votre part, Sharon, demandant un relevé détaillé immédiat de vos comptes et une liquidation de tous les actifs à transférer à une société de courtage neutre avant la fermeture des bureaux lundi. Deuxièmement, je rédige la mise en demeure de payer ou de quitter les lieux de la part d'Analytex. Nous allons le frapper avec les deux en même temps. Il ignorera simplement la lettre de mise en demeure, a insisté ma mère. Il ne pourra pas, ai-je dit, parce que nous allons lui proposer un marché. Un marché terrible, terrible. David a hoché la tête, comprenant. Exactement. Nous livrons les 2 lettres simultanément lundi matin. Il paniquera. Quand il appellera pour mendier une prolongation pour le loyer, vous, Ava, lui direz que vous êtes préoccupé par la viabilité de son cabinet. Vous direz que vous ne pouvez pas en bonne conscience prolonger son bail sans voir un relevé clair des actifs et passifs de son cabinet pour prouver qu'il peut payer. Il ne me montrera jamais ça, ai-je dit. Il ne le fera pas, a convenu David. Mais alors vous pivoterez. Vous direz, écoutez, je ne veux pas expulser mon propre oncle. Prouvez simplement votre bonne foi. Ma mère est aussi une cliente et elle panique. Elle demande une liquidation. Traitez son transfert immédiatement, récupérez son argent, et je vous accorderai une prolongation de 30 jours sur le loyer pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans vos affaires. C'était un piège brillant. Nous utilisions les 84 000 € d'arriérés comme levier pour récupérer l'intégralité des économies de ma mère. Il serait forcé de choisir. S'il refusait de libérer les fonds de ma mère, je déposerais immédiatement une demande d'expulsion et, pire encore, je déposerais une plainte formelle auprès de la Security and Exchange Commission, déclenchant une enquête qui exposerait tout. Il perdrait son cabinet, sa licence, et probablement sa liberté. Mais s'il acceptait, s'il liquidait le portefeuille de ma mère et transférait l'argent, il admettrait par cette action même qu'il avait utilisé son argent de manière inappropriée. Il se sauverait de l'expulsion pour nous fournir la preuve même dont nous avions besoin qu'il était un escroc. Il le fera, a murmuré ma mère, les yeux écarquillés. Il le fera pour sauver le cabinet. Il sauvera sa fierté. Il me rendra mon argent juste pour que tu le laisses tranquille avec le loyer. Exactement, ai-je dit. Il pense que je suis une gamine arrogante qui est dépassée. Il verra ça comme s'il était plus malin que moi. Il pensera qu'il sacrifie le petit compte d'une femme hystérique pour résoudre son énorme problème de loyer immédiat. Mais qu'en est-il de Tristan, a demandé ma mère, sa voix à peine audible. Tristan, ai-je dit, a fait son choix. Il est temps pour lui de faire face aux conséquences de l'argent réel. Je me suis tourné vers David à l'écran. Rédigeons ces lettres. Nous les enverrons à 9 h lundi matin. Le week-end fut le plus long de nos vies. Ma mère est restée avec moi, dormant dans ma chambre d'amis, sursautant à chaque bruit. Elle était en pleine détresse, alternant entre des crises de larmes et des accès de diatribes furieuses et chuchotées contre Robert. Moi, par contre, j'étais d'un calme troublant. J'avais un plan. J'avais une équipe juridique. J'avais un levier. Le fantôme avait disparu et la PDG était aux commandes. Lundi matin à 9 h 01, David a remis en main propre les 2 lettres à la réception de Stonegate Financial. L'une, une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux, sèche et juridique, sur le papier en tête de mon entreprise. L'autre, une demande formelle et notariée de liquidation de la part de Sharon. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À 9 h 17, mon téléphone portable personnel, le numéro que Robert n'avait que pour les urgences familiales, s'est allumé. C'était mon oncle. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai répondu, en mettant le haut-parleur. Ma mère était assise en face de moi dans mon bureau à domicile. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Ava, la voix de Robert a tonné. Mais c'était une bravade forcée et fausse. Je pouvais entendre la panique en dessous, comme un gémissement aigu. J'ai eu ton message. C'est une façon absurde et non professionnelle de gérer les affaires.
Vraiment, ai-je répondu, ma voix froide et plate. Je pensais que c'était la procédure standard. Vous êtes un locataire. Vous avez 3 mois de retard sur votre loyer. Vous avez 30 jours pour payer les 84 000 € ou mon entreprise entame la procédure d'expulsion. C'est très simple, mon oncle. Maintenant écoute-moi bien, a-t-il balbutié. Il y a juste eu un malentendu avec notre comptabilité. Une simple erreur d'écriture. L'argent est là. Nous pouvons le payer. Tu ne peux pas juste jeter ta propre famille à la rue. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je dit. Je suis une propriétaire qui protège son investissement. Honnêtement, je suis plus préoccupé par l'autre lettre que vous avez reçue. Un souffle coupé de sa part. Ça. C'est une affaire distincte. Ta mère panique. Tu lui as mis ses idées en tête. Elle est cliente depuis 20 ans. J'ai géré son argent parfaitement. Alors vous ne devriez avoir aucun problème à honorer sa demande, ai-je dit d'un ton égal. Liquider ses comptes. Transférer les fonds vers la nouvelle société de courtage indiquée dans la lettre. C'est son argent, Robert. Elle a le droit de l'avoir. Ce n'est pas si simple, a-t-il crié, et la façade s'est largement fissurée. On ne liquide pas un portefeuille de 20 ans comme ça. Il y a des pénalités, des implications fiscales. C'est investi dans des fonds à long terme. J'ai besoin de 60, 90 jours pour le faire correctement. Il ne l'a pas. La réalisation nous a frappés, ma mère et moi, en même temps. Ses mains se sont portées à sa bouche. L'argent avait disparu. Il l'avait dépensé. Vous n'avez pas 90 jours, Robert, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Vous avez 30 jours pour payer mon entreprise. Et si vous me dites que vous ne pouvez même pas accéder à l'argent de votre sœur, comment pouvez-vous possiblement accéder aux 84 000 € que vous me devez? Je l'ai entendu faire les 100 pas, sa respiration lourde et saccadée. Qu'est-ce que tu veux, Ava, a-t-il finalement craché. Quel est ton prix? Tu veux me ruiner? Très bien, tu auras ton immeuble, mais tu ne verras jamais un centime de ce loyer, et l'argent de ta mère sera perdu à jamais, bloqué dans un tribunal de faillite. C'est ça que tu veux. C'était la menace d'un homme désespéré. Il confirmait nos pires craintes. Non, ai-je dit. Voici ce que je veux. Je veux te croire. Je veux croire que tout cela n'est qu'une erreur d'écriture. C'est le cas, a-t-il insisté. Alors prouve-le. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je ne veux pas expulser mon oncle. Ça ne fait pas bonne impression. Alors, faisons un marché. J'ai répété le plan que David et moi avions répété. Vous me dites que vous ne pouvez pas obtenir tout l'argent de ma mère en une seule fois. Très bien, mais vous devez en avoir une partie. Prouvez votre bonne foi. Liquidez. Disons 100 000 € de son argent, juste 100 000 €. Transférez-les sur son nouveau compte d'ici demain à 17 h. Vous ne pouvez pas transférer 100 000 € de son propre argent à elle? Robert, ai-je dit, ma voix se durcissant. Prouvez-moi que vous êtes solvable. Prouvez-lui que son argent est en sécurité. Faites cela, et j'accorderai personnellement à Stonegate Financial une prolongation de 45 jours sur le loyer. Cela vous donne le temps de mettre de l'ordre dans votre trésorerie. Ça vous débarrasse de ma mère. Ça me débarrasse de moi. Tout le monde y gagne. Silence. Il calculait. Il était piégé. S'il disait non, il admettait à moi et à ma mère, qu'il savait être à l'écoute, qu'il n'avait même pas 100 000 € de son argent. Il admettrait un vol qualifié par téléphone. Il serait expulsé et nous nous adresserions immédiatement aux autorités. Mais s'il disait oui, il devrait se démener pour trouver de l'argent Dieu sait où, peut-être dans le trust de Tristan, peut-être auprès d'un autre client, pour effectuer ce paiement. Il creuserait sa propre tombe plus profondément, mais cela lui achèterait 45 jours. Et un homme comme Robert croit toujours qu'il peut tout arranger en 45 jours. Très bien, a-t-il grogné. Le mot a été arraché de sa gorge. 100 000 pour demain à 17 h. Et ensuite tu rappelles tes chiens. Tu me donnes la prolongation. Vous avez ma parole, ai-je dit. Vous transférez les fonds de ma mère. Je signe la prolongation. Les affaires sont les affaires. J'ai raccroché le téléphone.
Ma mère a fondu en larmes, non pas de tristesse, mais d'un soulagement vertigineux et terrifiant. Il va le faire, a-t-elle pleuré. Il va trouver l'argent. Oui, il le fera, ai-je dit, tapant déjà un email à David. Il va remuer ciel et terre pour effectuer ce paiement. Et ce faisant, il va nous livrer la première preuve dont nous avons besoin pour prouver qu'il vous escroque depuis des années. Elle. À première fissure dans la façade était devenue un gouffre, et nous ne faisions que commencer. Le virement bancaire de 100 000 € est apparu sur le nouveau compte de courtage vide de ma mère à 16h52 le mardi. Elle a fixé le chiffre sur l'écran de son ordinateur portable et a laissé échapper un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Un rire étouffé et incrédule. C'était la plus grosse somme d'argent qu'elle ait jamais vue de sa vie qui n'était pas liée à une hypothèque. Il l'a fait, a-t-elle murmuré. Il l'a vraiment fait. Bien sûr qu'il l'a fait, ai-je dit en fermant mon propre ordinateur portable. Je venais de signer et d'envoyer par email à Robert la prolongation de bail de 45 jours. Il vient de s'acheter 45 jours. Il se prend pour un génie. Il pense qu'il vient d'éteindre l'incendie. Mais où l'a-t-il trouvé, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je dit. Et je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il l'a trouvé. Et maintenant, nous savons qu'il est vulnérable. Mais je n'allais pas attendre 45 jours. Robert pensait avoir gagné du temps. Ce qu'il m'avait en fait acheté, c'était une opportunité. Pendant qu'il se démenait pour couvrir ses traces et que ma mère poussait son premier vrai soupir de soulagement, je réinvestissais. J'ai engagé une équipe d'experts comptables judiciaires. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Elle était trop fragile. Elle se concentrait sur les 100 000 €, les voyant comme une victoire. Je les voyais comme un appât. J'ai fourni au comptable les relevés de portefeuille originaux de ma mère d'il y a 20 ans et les maigres rapports confus que Robert lui avait envoyés au fil des ans. J'ai aussi, par l'intermédiaire de mon entreprise, leur ai donné pour mandat de faire une vérification approfondie des antécédents de Robert Stone et Tristan Stone, en invoquant la vérification préalable propriétaire-locataire. Le rapport est revenu 5 jours plus tard et c'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Le cabinet de Robert était un fantôme. Il avait perdu ses principaux clients des années auparavant en raison de sous-performance. Il ne vivait pas seulement de l'argent de ma mère. L'argent de ma mère était le cabinet. Il avait payé son bail, son adhésion au golf et le salaire de Tristan directement depuis son compte de retraite. Il avait créé de faux relevés montrant des gains modestes alors qu'il la saignait à blanc. Les 100 000 € qu'il lui avait transférés, les comptables l'ont retracé. Il avait contracté un prêt relais à taux d'intérêt élevé sur l'appartement qu'il avait acheté pour Tristan. Il n'avait pas seulement volé sa sœur, il avait mis son fils en faillite pour la rembourser. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était Tristan. Tristan n'était pas seulement un associé principal. Il était, sur le papier, le co-emprunteur de la moitié des mauvais prêts de Robert. Et plus que cela, il utilisait sa position pour monter ses propres petites arnaques. L'enquête a révélé une série de plaintes déposées auprès du Better Business Bureau par des clients âgés que Robert lui avait refilés, accusant Tristan de vente sous haute pression pour des fonds immobiliers exclusifs qui ne semblaient pas exister. Il n'était pas seulement incompétent. Il était activement malveillant. C'était une version miniature de son père, mais sans le mince vernis de charme. J'avais tout. Les contrats de prêt, les relevés falsifiés, les plaintes des clients. J'avais le tableau complet, détaillé et dévastateur de leur ruine financière, le tout réuni dans un rapport soigné de 100 pages. Ma prolongation de 45 jours était toujours active. Robert et Tristan étaient probablement à leur club de golf en train de célébrer leur victoire, croyant que la tempête était passée. Ils n'avaient aucune idée que l'ouragan était juste au large. J'ai organisé une réunion. J'ai appelé Robert et lui ai dit que, par courtoisie, je voulais avoir une dernière réunion propriétaire-locataire avant Noël pour discuter du plan de paiement de ses arriérés restants. Je lui ai dit d'amener Tristan car je voulais impliquer tous les associés principaux dans l'avenir du cabinet. Robert a accepté, sa voix dégoulinant d'une fausse confiance huileuse. Il était de nouveau en contrôle. Il pensait qu'il venait à mon bureau pour négocier. Lui et Tristan sont entrés dans la plus grande salle de réunion de mon entreprise, celle avec le mur de verre de 6 mètres surplombant la ville, avec 10 minutes de retard, tenant des cafés chers. « Ava » a dit Robert en souriant, prenant le siège en bout de table que j'occupais habituellement. « C'est une bonne chose que tu aies convoqué cette réunion.
Nous sommes prêts à t'offrir un plan très généreux pour régler le malentendu. Tristan s'est vautré dans la chaise à côté de lui, avec un sourire suffisant. Ouais, Ava, on se sent généreux. Je me tenais à l'autre bout de la table. Je ne me suis pas assise. Ma mère n'était pas avec moi. Mon avocat n'était pas avec moi. Il n'y avait que moi. C'est merveilleux, ai-je dit. Le sourire de Robert a vacillé. Ah oui? Oui, nous sommes ici pour parler de ça. J'ai appuyé sur un bouton sur la console de la table. L'écran de 80 pouces sur le mur s'est allumé. Ce n'était pas une feuille de calcul. Ce n'était pas un email. C'était le relevé de portefeuille original de ma mère d'il y a 20 ans. Total, 650 000 €. Qu'est-ce que c'est que ça, a lâché Robert. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était le relevé bancaire actuel de son cabinet, que mes comptables avaient obtenu. Solde actuel, 14 200 €. Et ça, ai-je dit, c'est votre cabinet aujourd'hui. J'ai cliqué à nouveau, un organigramme, une ligne rouge vive se déplaçant du fonds de retraite de Sharon à Stonegate Exploitation, à l'appartement de Tristan, au salaire de Tristan, à l'adhésion au club de golf d'Oakview. Le visage de Tristan est devenu blanc. Robert s'est levé si vite que sa chaise a grincé en arrière. C'est illégal, a crié Robert. Vous n'avez pas le droit d'avoir ces informations. Vous avez raison. C'est illégal, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel. Ce que vous avez fait est hautement illégal. Cela s'appelle une fraude sur les valeurs mobilières. Cela s'appelle un détournement de fonds. Cela s'appelle un vol qualifié. Ce n'est pas un problème de trésorerie, Robert. C'est une entreprise criminelle. Tristan hyperventilait, les yeux exorbités. Papa, qu'est-ce que c'est? Dis-lui que ce n'est pas vrai. Tais-toi, Tristan, a sifflé Robert. Il m'a regardé, les yeux noirs de haine. Toi. Tu as monté ça. L'immeuble, le dîner de Thanksgiving. Tu m'as fait ça. Vous vous êtes fait ça à vous-même, ai-je dit. Vous volez ma mère depuis 20 ans pour financer sa vie pathétique. Et vous, Tristan, ai-je dit en me tournant vers lui, vous l'avez aidé. Ce fonds immobilier que vous avez vendu, mon équipe a trouvé 3 de vos clients. Ils sont très intéressés de savoir où leur argent est allé. Tristan a émis un petit son d'étouffement et s'est recroquevillé sur sa chaise. Alors, voici l'offre généreuse, ai-je dit en me dirigeant vers le bout de la table, forçant Robert à reculer. J'ai pris ma place. J'ai ce rapport. J'ai une équipe d'avocats. J'ai la SEC en numérotation abrégée. D'ici 17 heures aujourd'hui, vous avez 2 choix. J'ai posé 2 documents sur la table. Option A, vous signez ceci. C'est une confession complète. Elle détaille la fraude, le vol, tout. Vous céderez votre cabinet, ce qu'il en reste, à un administrateur judiciaire choisi par ma mère. Vous signerez l'acte de propriété de l'appartement de Tristan, celui pour lequel vous avez contracté un prêt, au nom de ma mère en remboursement partiel. Vous renoncerez tous les 2 à vos licences financières et vous ne contacterez plus jamais ma mère ni moi. Nous prendrons cette confession et nous n'irons pas voir les autorités. Vous serez ruiné, mais vous serez libre. Robert respirait comme un taureau blessé. Ou, ai-je dit, vous pouvez choisir l'option B. Vous pouvez sortir de cette pièce, je prendrai ce téléphone et j'appellerai la SEC, le procureur général de l'État, et ma cousine Lorraine à Tech Forward. Bien que je pense qu'elle transmettra cette histoire au vrai service des nouvelles. Vous serez tous les 2 menottés avant le dîner. Vos photos seront aux informations de 18 heures. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, Robert, Tristan, après toutes ces années à parler d'argent réel, quel est votre choix? Vous avez 1 heure. La salle de réunion était si silencieuse que le seul son était la respiration saccadée et superficielle de Tristan. Robert se tenait figé, son visage d'une teinte rouge marbrée et terrifiante. C'était un homme qui regardait sa vie entière, son héritage, son nom, sa liberté, partir à volo. La bravade qu'il avait portée pendant 30 ans avait disparu, dépouillé pour révéler l'escroc terrifié et acculé en dessous. Tu ne peux pas, a-t-il finalement murmuré, la voix rauque. Sharon ne le ferait pas. Elle n'enverrait pas son propre frère en prison. Ma mère n'est pas dans cette pièce, ai-je dit,
ma voix dénuée d'émotion. Ce n'est pas elle que vous devez convaincre. C'est moi, et je suis à court de sentiments familial. Vous avez volé son avenir. Vous l'avez mise en faillite pour payer ses parties de golf. J'ai jeté un coup d'œil à Tristan, qui tremblait maintenant visiblement, des larmes de pure terreur égoïste perlant dans ses yeux. C'est votre fils, ai-je dit à Robert. Vous êtes censé être son père, mais vous n'avez pas élevé un homme. Vous avez élevé un parasite, tout comme vous, et maintenant vous allez l'entraîner dans votre chute. C'est ce qui l'a brisé. Pas la menace pour sa propre liberté, mais la vue de son enfant prodige payant enfin vraiment le prix. Tristan était l'œuvre de sa vie, son unique succès, et je venais de lui montrer que sa création était un imposteur creux et pleurnichard. Il ne savait pas, a étouffé Robert, un pathétique mensonge de dernière minute. Tristan ne connaissait pas l'étendue. C'était moi. C'était tout moi. Je gérais les comptes. N'ose même pas, a soudainement sangloté Tristan, se retournant contre son père avec un venin que je n'avais jamais vu. N'ose même pas me mettre ça sur le dos. C'est toi qui m'as dit de vendre ces fonds. Tu m'as dit que c'était comme ça que les affaires se faisaient. Tu m'as utilisé. Je t'ai tout donné, a rugi Robert, son sang-froid se brisant. Tu ne m'as rien donné, a hurlé Tristan, le visage déformé. Tu m'as donné un faux travail, une fausse vie. Tout est faux. Et maintenant? Maintenant, il a pointé un doigt tremblant vers moi, elle a tout. C'était l'échange le plus laid, le plus pathétique et le plus honnête auquel j'ai jamais assisté entre eux. L'enfant prodige et son créateur admettant enfin que le trône était en carton et la couronne en plastique. 50 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. Les épaules de Robert se sont affaissées. Le combat était terminé. Il s'est approché de la table sur des jambes tremblantes et a regardé les 2 documents. La confession. Il a regardé Tristan, dont le visage était enfoui dans ses mains. Il a pris le stylo. Attendez, ai-je dit. Il s'est figé, le stylo planant au-dessus du papier. Nous ne faisons pas ça ici, ai-je dit. Ce n'est pas une affaire privée. Vous m'avez humilié lors d'un dîner de famille. Vous avez bâti votre empire sur un mensonge que toute ma famille a cru. Il mérite de voir la vérité. Quoi? De quoi parlez-vous, a-t-il murmuré. Ma mère organise un dîner de famille avant Noël ce soir, ai-je dit, dans un salon privé du Hall City Club. Elle vous a invités tous les 2 ce matin. Elle vous a dit que c'était pour apaiser les tensions. Vous, Robert, lui avez dit que vous assisteriez gracieusement. Il ne l'avait pas fait. Ma mère l'avait fait. C'était la dernière partie de mon plan. Vous ne signez pas ça ici, ai-je dit. Vous allez venir à ce dîner. Vous allez vous asseoir à cette table et vous allez le signer devant ma mère. Vous allez le signer devant Lorraine, que j'ai également invitée. Vous allez céder l'appartement de Tristan et vous allez regarder ma mère dans les yeux en avouant avoir volé toute sa vie. Non, a dit Robert en secouant la tête. Non, c'est trop. C'est cruel. Était-ce cruel, mon oncle, ai-je demandé en me levant. Quand vous m'avez traité de sans classe pour un succès que j'avais mérité? Était-ce cruel quand vous avez laissé votre fils se moquer de moi? Était-ce cruel quand vous avez volé la retraite de ma mère année après année pour pouvoir acheter une autre bouteille de vin à 100 € pour un dîner de Thanksgiving que vous ne pouviez pas vous permettre? J'ai montré la porte. Vous avez le choix. Signez-le ici et j'appelle la police tout de suite, ou signez-le ce soir et vous partez. Vous avez jusqu'à 19 h pour décider. Je suis sorti de la salle de réunion, les laissant seuls avec la confession et la vérité indéniable et catastrophique. À 19 h, je me tenais à côté de ma mère dans la salle à manger privée. Lorraine était déjà là, un petit carnet sur ses genoux. Ma mère était pâle mais résolue. La porte s'est ouverte. Robert et Tristan sont entrés. Ils ressemblaient à des fantômes. Leurs costumes chers flottaient sur eux, et leurs yeux étaient vides. Ils n'ont pas parlé. Ils se sont dirigés vers la table et Robert a sorti la confession pliée de la poche de sa veste. Il l'a posée sur la table. Il a regardé sa sœur, son visage se décomposant. Sharon, a-t-il commencé. Ne le fais pas, a dit ma mère, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ne prononce pas mon nom. Pas après ce que tu as fait. Contente-toi de signer. Tristan pleurait ouvertement maintenant.
Un son horrible et haletant. Robert a sorti son stylo. Il a signé la confession. Il a signé l'acte de transfert de l'appartement. Tristan, la main tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo, a signé sa partie, renonçant à sa licence et attestant de la déclaration de son père. Ma mère a pris les papiers, ses mains parfaitement stables. Elle les a pliés et me les a donnés. Maintenant, sortez, a-t-elle dit. Robert l'a regardé, ses yeux implorant quelque chose. Le pardon, l'absolution, un souvenir de la famille qui n'avait jamais vraiment existé. Sortez, a répété ma mère, et ne nous adressez plus jamais la parole. Ils se sont retournés et sont sortis de la pièce. La porte s'est refermée dans un déclic. Ma mère s'est assise lourdement. Lorraine m'a juste regardé, son visage un mélange de choc et d'admiration. J'ai regardé la confession signée dans ma main. L'argent imaginaire venait de devenir la chose la plus réelle de toutes nos vies. Il avait racheté l'avenir de ma mère. Il avait acheté notre liberté. Les suites n'ont pas été bruyantes. Il n'y a plus eu de confrontation, plus de cris. Il n'y a eu qu'un silence profond et retentissant. Robert et Tristan Stone ont disparu. Le lendemain même, l'enseigne de Stonegate Financial a été retirée de l'immeuble. Je ne les ai pas expulsés. Ils étaient déjà partis. Ils ont dissous le cabinet, déposé le bilan et, comme Lorraine l'a discrètement découvert, ont déménagé dans un petit appartement en location à 2 états de là. L'appartement de Tristan a été vendu en une semaine. Les recettes, ainsi que les 100 000 € que Robert avait déjà transférés, sont allés directement sur le nouveau compte de retraite sécurisé et très réel de ma mère. Ce n'était pas tout son argent. Ce n'était pas les 20 ans d'intérêts composés que Robert avait volés, mais c'était suffisant. C'était un avenir. Ma mère, Sharon, a changé. La femme timide et évitant les conflits qui avait vécu dans l'ombre de son frère avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus silencieux, mais infiniment plus fort. Elle a démissionné de son poste à l'université, expliquant qu'elle avait besoin de réévaluer sa vie. Elle a commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique, aidant les personnes menacées de saisie et d'expulsion, des gens exactement comme ceux que Robert et Tristan avaient créés. Notre relation n'a pas été guérie par magie. Il y avait toujours la cicatrice de ces mots. Tu n'as jamais été censé l'éclipser. Nous en avons parlé une fois. Nous prenions un café sur mon balcon surplombant la ville. J'avais si peur, m'a-t-elle dit, sans me regarder. Peur de lui, peur de sa colère, peur qu'il nous coupe les ponts. Je pensais que son succès était notre filet de sécurité. Je n'ai jamais pris le temps de penser que ton succès, ta force, était le vrai. Je suis tellement désolé, Ava. J'ai passé toute ta vie à essayer d'atténuer ta lumière parce que j'avais peur de son ombre. Je sais, maman, ai-je dit. Et c'était vrai. Je ne pouvais pas oublier, mais je pouvais pardonner. Lorraine n'a jamais écrit l'histoire. Je lui ai demandé de ne pas le faire. La confession était enfermée dans le coffre-fort de mon avocat, une garantie de la paix retrouvée de notre famille. Mais elle a écrit un brillant article d'investigation sur les cabinets fantômes et la fraude financière familiale en utilisant des sources anonymes. Il a remporté un prix. Quant à moi, mon entreprise a continué de croître. Nous avons emménagé dans les 2 derniers étages de l'ancien immeuble de Robert, celui que je possédais maintenant. Les 25 millions d'euros imaginaires sont devenus 100 millions, puis plus. Mais il ne s'agissait jamais de l'argent. Il s'agissait de la réalité. Mon argent de papier avait acheté un immeuble. Il avait découvert un crime. Il avait sauvé ma mère. Et il avait finalement et définitivement prouvé à ma famille que mon succès n'était pas imaginaire. C'était l'argent le plus réel qu'aucun d'entre eux n'ait jamais vu. Je pense souvent à ce Thanksgiving, au ricanement de Tristan, à la rage de Robert et au murmure de ma mère. Ils étaient tous piégés dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour eux. Cette nuit-là, j'ai simplement décidé d'écrire ma propre fin. Le fantôme était devenu l'auteur, et j'étais enfin en paix.